Alors bonjour, on a la chance d'avoir pour Great North Wrestling, The Animal TV sur YouTube, Gilles de Fiche Poisson, une légende québécoise des années, fin des années 60, 70, 80, oui. Dans la lutte, certainement au Québec, mais au Canada, et aux États-Unis, et au Japon, et en Angleterre, et en Allemagne, et même jusqu'en Afrique du Sud. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. On a eu la chance d'être pas tout à fait élevés ensemble, parce que tu es plus vieux que moi, mais on a demeuré dans le même coin, à Chicoutimi-Nord. Donc, ta carrière a commencé en 68, si je comprends bien. Oui, bien ces années-là, oui. Ouais. Puis tu as commencé comme lutteur amateur. Oui, bien, j'ai commencé la lutte olympique plus jeune un peu. J'ai commencé la lutte olympique à Montréal. Moi, dans ces années-là, ben, je restais à Toronto. J'avais été à Toronto pour apprendre l'anglais. Je restais là, à Toronto. Et puis, j'ai toujours voulu devenir professionnel, la lutte professionnelle. J'ai quitté ma job pour les filles de la lutte professionnelle, la lutte amateur olympique à Montréal. La meilleure école était à Montréal dans ces années-là. Puis tu as toujours eu de l'admiration pour les hommes forts. Les hommes forts comme Ben Côté, Chicoutimi, du monde connu. Les gars qui le font. Dans ces années-là, moi, j'ai commencé à m'entraîner à 13 ans et demi. Ça fait que, après ça, j'ai commencé avec des poids de taille, comme naturellement, des cultures physiques qu'on appelle. Et puis après ça, j'ai eu la chance de connaître Ben Côté dans ces années-là. J'ai rentré dans une équipe d'hommes forts, puis en ayant les plus vieux et aimant la force brute, ça m'a poussé à aimer la force brute. De là, ben, on s'en donnait plus fort, puis je faisais de la lutte olympique, je faisais des bleus olympiques dans ces années-là, avant d'aller faire de la lutte professionnelle. Ça fait que j'avais au moins, avant de commencer la lutte professionnelle, j'avais au moins, je sais pas, 6-7 ans d'entraînement avant de commencer à faire de la lutte olympique. Dans ces années-là, à Chicoutimi, tu sais qu'il n'y avait pas de lutte olympique. Non, il fallait sortir du parc. S'il y en avait, on ne le voyait pas. Ben oui, puis il y avait encore 50-60 000 de gravelle dans le parc. Absolument. OK. Donc après ça, ce qu'on comprend, c'est que ce serait MacDoug Vachon qui aurait battu à la trail puis qui t'aurait demandé de venir lutter. Oui. Moi, en faisant la lutte olympique, après ça, j'avais un ami qui faisait la lutte olympique avec moi dans la même équipe, puis il connaissait Maurice Vachon. Pour que je faisais la lutte olympique, mon but était pour d'aller professionnel. Ça fait que là, j'avais la chance de rencontrer Maurice Vachon, puis ça s'est fait une journée. Et puis, Maurice m'a donné le break, qu'on dit, là, la chance d'aller faire de la lutte professionnelle à Calgary. Fait que j'ai été booké, le promoteur là-bas s'appelle Stuart, fait que j'ai été utile pour lui, puis c'est de là que mon aventure a commencé. Donc Stuart, Broussard, tout le temps. Oui, c'était ses fils, oui. Dans ces années-là, Stuart, ses fils étaient à peu près Sodo. Ils étaient tout jeunes, je sais pas, il y en avait un qui avait 4-5 ans, 6 ans peut-être, là. 7-8 ans dans le plus, là, le plus vieux. Là. Fait que c'est de là que ça a commencé. Ouais. Puis MacDoug Vachon, lui, mais naturellement, il se promenait d'une place à l'autre. Il a été dans l'Oregon pour Don Owen. Puis toi, tu as été travailler là aussi. Oui, par après, Maurice Vachon, c'est de là qu'il a su qu'il a pris son nom de MacDoug Vachon. Il était tellement mauvais quand il luttait, puis avec sa grosse voix. Là. Ça fait qu'il a commencé à lutter là. Il a pris le nom de Maurice Vachon là, à cause qu'il verrait tout en envers dans ces matchs-là. Et puis après ça, c'est de là qu'il a été tombé de chum avec Don Owen. C'est de là qu'il a pu, nous autres, les suivants, de nous bouquer là, tu sais, de nous faire avoir l'emploi par Don Owen. Ça nous faisait rentrer aux États-Unis, ça nous faisait rencontrer un de ses amis, puis quand on arrivait là, il nous respectait, puis c'est de là qu'on commençait avec ce promoteur-là à amener quelqu'un. Okay. Il y en a d'autres qui ont passé par là aussi. Il y a Pat Patterson qui en parle dans son livre, qui est allé dans ce territoire-là avant d'aller virer. Il y a plusieurs Québécois qui étaient là. Ouais.
d'aller virer après ça. Il est allé... On ne pas dans ces années-là que Portland, Oregon, c'était merveilleux à voir. Merveilleux à rester là aussi. C'était une des plus belles places au monde à rester. Ouais. À part du Québec. C'est sûr. À part du lac Saint-Jean aussi. L'été. C'était quoi? C'était un autre avant. Après ça, Pat, lui, il est descendu du côté de San Francisco. Il est allé faire des miracles avec Ray Stevens. Il est resté là plusieurs années. Ouais. Mais il y a eu des croisées de chemin après ça. Toi, dans ta carrière, tu es allé beaucoup au Japon. On ne retrouve pas beaucoup de détails, mais quand est-ce que tu es allé au Japon les premières fois, puis avec qui? Je pense avec qui... exactement, je ne me rappelle plus avec qui j'étais, là, exactement, là, mais qu'est-ce qu'on rencontrait là-bas? Parce qu'au Japon, on est un peu bouqués séparément, là. Mais je crois, si je me souviens bien, je pense que c'était à deux portails dans le compte, j'étais au Japon ou d'un autre endroit, là. Je ne me rappelle plus. Mais rendu au Japon, ben, j'ai rencontré le géant Jean Ferré. Le géant Jean Ferré, il y avait mon oncle. Et puis, on était 6 mois de différence ensemble. Puis lui, ici, il commençait la lutte professionnelle dans ces années-là. Ça fait que Édouard Carpentier, ça s'adonnait qu'il était là, dans ces années-là. Fait que c'est de là qu'on a amené Jean Ferré à Montréal pour faire de la lutte professionnelle. En même temps, moi-même, j'y étais. Parce que j'ai pas commencé la lutte professionnelle à Montréal, moi j'ai commencé la lutte professionnelle à Calgary, Vancouver, Portland, Oregon, après le Japon, venu ici. C'est de là que j'ai commencé la lutte ici à Montréal. Ça faisait au moins une couple d'années que j'en faisais quand j'arrivais ici, moi. Fait qu'en même temps, Jean Ferré arrivait. Ça donnait qu'on avait la mémoire. Fait que ça fait le début de la lutte Grand Prix. Donc on a on parle d'Édouard Carpentier, c'était le René Le Cavalier des nouveaux mots dans la lutte. Absolument. Le saut chassé à la volée, la savate japonaise. Il avait tout traduit ça. Oui, c'est savate japonaise. Il est assez puissant quand il est donné. Ça faisait mal un petit peu. Ça prenait quand même un homme assez fort pour se battre contre lui. Moi, j'ai lutté souvent contre Édouard Carpentier dans ma carrière. Je pense que ça peut être quasiment un 1000 matchs. Mais j'ai toujours eu des bons matchs avec parce que c'était un gars qu'on pouvait rentrer dedans, c'est pas un broyard, puis on pouvait faire des super matchs avec lui. Fait que j'ai un très grand respect pour lui. Donc, toi, tu étais un peu comme le plus jeune de toute cette lignée-là, avec le géant Ferré. Ouais. Donc, tu as 70 ans aujourd'hui, Pat Patterson a 77, McDoug avec Carpentier aurait dans les 85-90 ans. Donc, t'étais le nouveau de ces groupes-là. La fin et le nouveau. Ouais. La fin du nouveau. Peux-tu nous parler un peu on disait que tu étais un admirateur de Killer Kowalski, tu as travaillé beaucoup avec lui. Ben, j'étais champion du monde 2 ans avec Killer Kowalski, ici à Montréal, puis on a fait partout dans le monde entier avec lui. C'était une des plus belles années de ma vie. Avoir un type autant d'expérience que ça dans les professionnels, le côtoyer. Puis nos styles ensemble, ça fitait très bien. C'était assez intéressant de faire un match de lutte avec. Puis lui, il ne faut pas oublier que c'est un travaillant d'un ring, puis c'est pas un paresseux. Puis il est capable d'en faire un match de lutte, puis il est capable d'en donner des patates, puis d'en prendre. Les Leduc, hein? Alors, ça a l'air qu'ils nous ont mangé des moyennes, eux autres aussi. Il y avait comme des fois que vous étiez ensemble, pas ensemble. Oui, mais pas souvent ensemble. On était plutôt un contre l'autre. Oui. Contre l'autre. Moi, j'étais dans ces années-là, dans le temps de la Grand Prix, j'étais avec Zarinov Leboeuf comme partenaire. Ça fait qu'on s'est battu souvent un contre l'autre en équipe, contre les frères Leduc. Moi, puis Zarinov Leboeuf. Tout le monde doit sûrement s'en rappeler. Et puis ça faisait des matchs terribles. Des matchs d'hommes. Faut pas oublier que Zarinov Leboeuf avait 20 pouces de bras, puis il était mangé comme son oncle portait un bœuf. Il avait la charpente d'un bœuf. C'était assez merveilleux. Et on a la période épique du fameux
de juillet 73 au Parc Jarry avec 29 000 personnes. Et le géant Ferré qui avait manqué, qui était pris dans les dédales de la commission athlétique. Et Maurice Mad-Dog qui avait fait venir des amours du port de Montréal, puis que s'il n'allait pas gagner ce soir-là, c'est pas ce qu'elle a fait avec les amours. As-tu des souvenirs de ça? Quand Jean Ferré avait son match, il était contre moi ce soir-là. Parce qu'il y a eu 2 fois que Maurice, une fois, était contre lui, puis moi, j'étais contre lui. Jean Ferré, puis le souvenir n'est pas là pour savoir exactement lesquels, mais je crois qu'il était contre moi le soir qu'il n'avait pas le droit de lutter. Ça fait que... mais il ne soit pas inquiet, on a été payés pareil. La commission athlétique n'a pas voulu le faire lutter. Il était en disgrâce avec la commission athlétique de Montréal. Il y avait un pied assez pesant, là. Et puis, tu as eu la chance de lutter contre lui plusieurs fois par après? Tu parles du géant? Oui, oui, oui. Le géant, il doit avoir à peu près, pas loin, 25-30 matchs contre lui. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire un body slam, là. Oui. Le body slam, c'est quoi, hein? C'est prendre le gars, puis... le lever, le surveiller, même. On était 3 au monde. Et Pertorier qui a donné un body slam. Il y a moi, puis il y a Paul Vachon. Paul Vachon aussi, c'était un gars de 6 pieds 4, puis c'était un gars de 350 livres, puis c'est quand même un bataille. Et puis il y avait... comment ça s'appelle l'ancien champion, là? Ah, on va le dire, le Hulk Hogan. Hulk Hogan. Je voulais te le faire dire, c'est pour ça. C'est un gars qui vit dans le sud. Il était blond, je pense, pour ça. Il est connu un petit peu. Il avait les cheveux, c'est pour ça qu'on ne s'en rappelle pas. OK. Ensuite, tu es allé avec WWF à l'époque, avec Vince McMahon Sr., autour de 76. Et là, tu as fait un bout dans ce coin, à New York. Ouais, j'ai été 2 fois à New York, mais si tu veux parler de celui-là, une fois j'avais pris le nom de Louis C pour lutter là. Oui, oui, oui. C'est ce temps-là, tu t'en rappelles. Hein? J'avais été là auparavant, mais quand j'avais été pour Louis C, cette affaire-là, j'ai pas tellement resté longtemps dans cette période-là. J'aimais pas ça me faire appeler Louis C. Tu sais, mon nom c'est Gilles de Fiche-Poisson, puis ils ont voulu que je prenne le nom de Louis C pour aller lutter à New York, puis ça faisait pas mon affaire. Puis dans ces années-là, j'avais des business qui m'appartenaient, puis la business m'a fait tirer, il a tiré de son bord au mon équipe, puis ça veut qu'il a fallu que je reste moins longtemps dans cette période-là à New York. C'est pour ça que mon passage était moins long là que j'ai fait ailleurs. Mais il y a tout de même des passages assez intéressants de cette époque-là, les fameuses Royal Battle Royale. La Battle Royale. Oui, avec une fameuse que tu étais là avec du monde que Great North Wrestling a interrogé, Stan Hansen qui était au Japon, Superstar Billy Graham. Mais tu avais été, paraît-il, éliminé ce soir-là par Bobo Brazil. Ah, le Bobo, oui. Oui, c'est un autre géant, ça, Bobo Brazil, si tu te souviens. Hein? C'est un autre colosse, Bobo Brazil. Et puis, puis depuis Jacques, ça fait éliminer. Il y a eu 5 gagnants, si tu t'en rappelles. Sur l'ensemble des gars. J'ai été éliminé ce soir-là. Ça, c'était au Forum de Wall. C'était au Madison Square Garden à New York. Oui, une autre petite place tranquille. Oui, absolument. Si on poursuit, il y a eu. Après ça, tu es allé pour Vern Gagné. Vern Gagné, ça a l'air d'être un gars qui il était lutteur avant. Oui, puis il était promoteur. Il était promoteur dans le bout de Minneapolis. Tu es allé travailler pour lui un petit bout de temps. Oui, absolument. Et tu as rencontré d'autres gars qui étaient pas pires que... Dans le temps, j'étais là. Ça a donné que Maurice était là aussi, Maurice Vachon. Baron von Reich. Baron von Reich était là aussi. Oui, un personnage que Great North Wrestling a eu il avait interrogé. Baron, lui, avait commencé avant moi dans les professionnels. Il était aussi un émule de Mad Dog Vachon. Oui. Et puis dans ces années-là, moi j'étais là, il y avait un fils de Van Gagné qui luttait aussi. Hein.
son fils luttait. Fait que moi, je faisais beaucoup de matchs en équipe aussi contre lui. Et puis, je ne me rappelle plus le nom de mon partenaire qui était là. Je me rappelle du titre, mais son nom, je ne me rappelle plus. Greg. Oui, ça c'est Greg Grenier, c'était le fils de Il y avait Pedro Morales. Non, ouais, Pedro, ouais, j'ai lutté contre Pedro Morales dans ces années-là dans le bout de Minneapolis. Ouais. Et là, on revient, on se trouve autour des années 60, fin des années 70, on revient en force à Montréal, dans les années 80, avec Gino Brito International Wrestling, Ouais, dans ces années-là, je pense que son père venait de mourir. Parce que l'office, ça appartenait à son père, Gino Brito, Jack Britton. Et puis, après sa mort, ben, c'est lui qui a continué. Puis on continuait à lutter pour l'office. Pour nous autres, c'était l'office de Montréal. C'était l'office, ça importe un peu à qui appartient. On était là pour lutter, nous autres, on a continué à lutter pour eux autres. Qui a fait un franc succès avec ça aussi. Avant que ça s'en vienne, que Van Gognier vienne l'acheter à Montréal. Qui a fait par de la lutte à Montréal, mais ça a été la télévision. Hein? Quand on a perdu le fait de la télévision ici à Montréal, ben, c'est New York qui a pris le tape, qui a payé pour le tape, ça fait que ça venait de partir pour nous autres. Là. Il n'y avait plus besoin d'un office à Montréal. Parce que la lutte se fait avec la télévision. C'est un peu ça qui avait arrivé. Puis tu étais dans ce temps-là en tag team avec Sailor White, géré par Eddie Crushman. Il y avait un bâton électrique. Oui, il était malin. C'était quelque chose. Il mettait de l'ordre. Si on n'était pas capable d'avoir de l'ordre nous autres mêmes, il venait nous aider. Ouais. C'était toute une époque, l'époque où tu pouvais avoir un bâton électrique pour te promener. Oui. C'était les prédécesseurs des Taser Guns. Le monde avait plus de son bâton électrique. Jacques Rougeau a pris ça après, quand il était le Mountie. Comment vous dites ça? Jacques Rougeau a utilisé le bâton, oui, c'est passé. Oui, tout le monde a essayé de l'enlever. Absolument. Alors, c'est toute une époque, et ça entre-temps, ou durant toutes ces périodes-là, tu es allé aussi, tu as fait quasiment le tour du monde, là, en Allemagne, en France, en Belgique, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que tu es allé faire là en Afrique du Sud? Rien que le billet d'avion, ça devait être une fortune. Tu as dû prendre 3 jours pour te rendre là. Ah, c'est loin, hein, c'est vrai. C'est loin d'aller en Afrique du Sud. À Johannesburg. J'avais été là pour des matchs spéciaux contre le champion du monde là-bas. C'était à Johannesburg, puis Cape Town. C'est sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Ils font du bon vin dans ce coin-là. Ce que c'est beau, là. Et puis, on avait été là. J'avais été connu par le promoteur, puis on avait été là lutter. On avait appelé, puis on était là, j'étais là, en Afrique du Sud, quand la télévision commençait, pour l'Afrique du Sud. On l'avait ici, mais là-bas en Afrique, ils ne l'avaient pas. Ils l'ont eu dans ces années. Ils l'ont eu vers les années, si je me souviens bien, là, 78, 79. Et puis ton gérant, c'était un rabbin. Oui, un rabbin. Qui aimait la lutte. Oui, qui aimait la lutte. Il s'appelait Fred Major. Fred Major. Oui. Lui, il avait une compagnie à lui qui fabriquait des cannes à pêche. Ça s'appelait Major Rod. C'était connu internationalement. Il y avait des cannes à pêche, il fabriquait des cannes à pêche pour dans la mer. Pas des cannes à pêche beaucoup pour aller pêcher à côté de la maison, mais pour la mer, des grosses cannes à pêche. Ouais. Ça s'appelait Major Rod. Mais le juif était aimé, mais le juif n'était pas aimé d'Afrique du Sud. Avec son chapeau, puis... tout était dans le personnage. Oh, tout lui. C'était un personnage. C'est un vrai juif. Oui. C'est un vrai juif. Et puis, on arrive un peu à la fin de toute cette époque épique-là, où... et là, toi, tu démarres l'affaire, tu deviens même promoteur. Oui. Avec ton frère. Oui, dans ces années-là, il y avait une coupe de villes qu'on voulait faire ici dans la province de Québec. Les villes, des fois que l'office ne voulait pas faire, ou qui avait le temps de ne pas le faire, tu sais.
Fait que nous autres, je m'occupais en plus de lutter, promoter quelques villes ici dans le de Québec. Puis, t'as-tu été au Nouveau-Brunswick aussi? J'ai été jusqu'au Nouveau-Brunswick. Dans le territoire de Dupré. Ouais, avant le territoire de Dupré, au début du Nouveau-Brunswick. OK, pas trop loin. Pas trop loin pour empiéter sur son territoire. OK. Ouais. Dupré, on a... J'ai lutté même pour Dupré au Nouveau-Brunswick. Oui, on a fait une interview avec son garçon, Ouais. René, il n'y a pas si longtemps. Mais tu viens de m'apprendre que son garçon luttait, je ne le savais pas. Ouais, Je ne savais pas qu'il luttait. Parce que dans ce temps-là, Il était dans On voyait pas. WWE. pardon? Il était dans WWE. Ouais, je savais pas. Dans 2 ou 3 ans. Ouais. C'est que je ne l'ai pas su. Ouais. Tu m'aurais dit Dupré, c'est un Dupré, puis je n'aurais pas pensé que c'était son fils. Coudonc. Tu me l'excuses, celle-là? Ah, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc, tu as fabriqué des équipements de gymnase. Oui, moi j'avais j'avais un gymnase de poids à terre. J'avais un gymnase de poids à terre. Puis je fabriquais aussi, j'inventais puis je fabriquais des machines pour s'entraîner. Et puis ça s'appelait Trotex. Donc, tu retiens ça de ton père, parce que moi, quand j'étais jeune, dans la maison chez vous, il y avait des équipements qui avaient été fabriqués à la main. Tout cultivateur est un peu un fabricant. Hein. On vient d'une ferme, je viens d'une ferme, ça fait que automatiquement, on apprend à travailler quand on est jeune. Mais seulement que je faisais des belles machines d'entraînement. L'entraînement, je connais ça, ça fait 57 ans que je m'entraîne aujourd'hui. Ça fait 57 ans de temps que je m'entraîne. À 70 ans, c'est quoi ton training aujourd'hui? Ah, moi, je m'entraîne encore au moins 2 heures, 2 heures et demie par jour. 6 jours par semaine. J'ai fait une religion, ça me garde jeune. Je suis capable de faire n'importe quoi que je veux faire. Et puis... Cardio, musculaire? Oui, absolument. Ouais. Tout ce qu'un gars peut faire devient un gymnase. Je veux revenir autour des années 70, parce que à cette époque-là, moi j'étais petit garçon, puis naturellement, tu nous avais amené dans ton Lincoln Continental de Chicoutimi vers Jonquière, et ce soir-là, tu luttais contre un ours. T'es pas mal des seuls qui luttaient contre un ours. Ben, Qu'est-ce que ça avait de l'air, ça, la lutte contre un ours? C'était dur. C'était dur. C'était dangereux et dur. C'était dangereux parce que l'ours, lui, c'est tellement fort. C'est incroyable comme on peut penser que c'est fort. Mais l'ours, lui, a tendance, c'est... Nous autres, comme quand on lutte, on a tendance des fois à pousser et à tirer. Mais l'ours, lui, il va te prendre, disons, la jambe, là, puis il va te l'emmener, il va te clouer dans le plancher. Il veut la faire rentrer dans le plancher. Ce que nous autres, on ne fait pas. Donc maintenant, tu vas lutter contre quelqu'un d'autre, on ne pense pas à ça. Mais lui, l'ours te prend en arrière de la jambe, disons qu'il était à 4 pattes, prend en arrière de la jambe, puis il t'attire pour la faire rentrer dans le plancher. C'est très dur de lutter un ours. À chaque mot que tu fais, il vient te chercher. Puis c'est très rapide. Si tu y passes la main sur la tête, lui, sa patte est rendue à quelque part d'autre. Fait que c'est très dur, c'est très dangereux de lutter. Mais moi, comme allié à mon épreuve, j'avais demandé de lutter contre l'ours. Personne ne voulait lutter contre lui. Puis on est chanceux, malgré tout ça, le danger, que l'autre s'est entraîné à ça. L'autre s'est entraîné de s'amuser avec les êtres humains, de se côtoyer. Le gars qui possédait l'ours, c'était un gars qui luttait avec chez lui, puis il apprenait, puis il apprenait à faire une coupe de fer. Sans ça, c'est pas luttable contre un ours. Ça on appelle au secours. Ça pesait comment, cet ours-là? Ah, au moins 500 livres, hein, en tout. Hein. Ah, ou plus ou moins, ça dépend à quel temps de la saison. Puis, ouais. Donc, c'est-tu là que c'était ta marque de commerce, hein, quand on lit ton pedigree, là, hein, le bear hug, hein, la prise de l'ours. Oui, mais ça a commencé avant la lutte contre l'ours. Avant la lutte contre l'ours, mais j'avais une bear hug, parce que moi, j'étais un soulevé de terre, tu sais, j'aimais ça faire du soulevé de terre, tu sais, dans l'entraînement. Fait que j'étais très fort à tirer sur une personne. Fait que le soulevé de terre me donnait la force de faire donner, de gagner contre mon adversaire en le serrant fort, en sachant comment faire. Parce qu'il ne faut pas penser que le gars que tu fais, les autres dans les professionnels,
que le gars qui n'est pas fort non plus. Le gars, c'est pas une faluette. C'est un gars qui est capable de se défendre. Fait qu'il faut serrer pas mal fort pour qu'il fasse gagner de cette manière-là. C'est pas pour ça que le BRA n'est pas utilisé beaucoup dans les professionnels pour gagner nos victoires. Mais il faut être fort pour finir ce finish-là. Il y avait moi qui était capable de le faire. Il y avait Donéo de Jonathan qui le faisait de temps en temps. Il était capable, il était assez fort pour faire ce mouvement-là. Ça prend des hommes forts pour pouvoir faire le BRA. Sans ça, l'adversaire ne donnera jamais la chute, il ne criera jamais chute. Il va dire, il me fait pas mal. Il faut qu'il soit assez fort où il fait mal qu'à m'entendre. Il y a dû avoir des vertèbres qui ont été déplacées, des côtes. Non, on va peut-être pas jusque-là. Le gars va abandonner parce que tu fais briser les vertèbres, d'après moi. Hein? Ça doit être. Si un moindrement intelligent, il va dire arrête. Hein? Un de tes managers, ça a été Classy Freddy Blassie. Oui, quand j'étais à New York, une fois, ouais. À Parle-nous-en. New York, quand tu y vas, le New York, dans ces années-là, il te donne un manager. Ça fait que moi, ça a été Fred Blassie. Ouais. Comment il était, lui? Fred Blassie, moi, je l'ai connu quand lui, il était à la fin de sa carrière. Quand lui, il était un manager. Moi, je ne l'ai pas connu comme lutteur. Il y en a qui l'ont connu comme lutteur, ça a l'air qu'il était un très bon lutteur. Mais moi, je ne l'ai pas connu comme lutteur. Je l'ai connu, quand je l'ai connu à New York, comme gérant. Puis ça change un peu la dame. Je ne sais pas son passé. Ça fait que... mais j'ai su qu'il était bon. Mais c'était un très bon speaker. Il était capable de dire... Habituellement, un gérant, ça c'est quoi? Hein? Ça soit pas monotone, qu'il soit capable de parler pour toi. Hein? Ça fait que... il savait faire ça. Donc, en terminant, as-tu un mot pour tous tes fans, tous les gens qui... Mais moi, toute ma carrière, c'était plaisant. J'aimais ça d'être lutteur professionnel. J'ai donné le meilleur que je pouvais dans le ring. Et puis chaque fois que j'embarquais dans le ring, c'était pour donner un beau spectacle pour le monde, puis je sois content. Moi, j'ai lutté, la plupart du temps, je luttais contre le mauvais. Hein? J'ai lutté moindrement contre le bon, comme bon. Puis je luttais contre le mauvais. C'était mon style, c'était un style voulu. Ça faisait partie de ma personnalité, mais ça m'a fait plaisir de vous faire crier après moi. Merci beaucoup. Ça veut dire.